Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une thématique liée à un pays voisin, un pays frontalier, la Belgique, pays qui occupe d'ailleurs depuis le 1er janvier 2019 un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, siège non permanent, renouvelable au bout de 2 ans, et qui va nous amener à nous poser la question suivante. Que nous apprend la Belgique en géopolitique ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant même de commencer, vous me relatiez une anecdote que je trouve assez intéressante pour comprendre notre projet d'aujourd'hui, parler de la Belgique. George W. Bush, lors d'un sommet, un G7, donc avec les 7 plus grandes puissances mondiales, dit à Jacques Chirac « Que fait ce Belge auprès de vous, le Premier ministre belge, s'étonnant de la présence de ce petit pays, en tout cas dans son imaginaire, auprès des plus grandes puissances mondiales ?» Quand Jacques Chirac lui dit que la Belgique est présente au titre de la présidence de l'Union européenne, présidence tournante, je le rappelle à nos étudiants qui le savent très bien, Bush répond « Mais vous avez confié l'Union européenne à des Belges ?» Oui, c'est vrai que c'est assez savoureux parce que on imagine que donc Bush d'origine texane, qui manifestement ne comprenait pas beaucoup les institutions européennes et le fonctionnement des institutions européennes, on peut l'imaginer totalement sidéré de voir effectivement le Premier ministre belge de l'époque, qui donc avait la présidence de l'Union européenne. Et c'est vrai que c'était un moment un peu savoureux que de voir Jacques Chirac en train de devoir lui expliquer ça, alors que d'un point de vue texan, on était vraiment stricto sensu dans une logique de rapport de force et qu'on avait du mal à comprendre qu'un pays dont la taille en termes de superficie est si réduite ou si modérée puisse avoir de telles fonctions. Quelque part, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça montre bien le décalage qu'il peut y avoir entre spontanément l'influence ou la nature de la réflexion qu'un pays comme la Belgique peut amener par rapport à spontanément la superficie telle qu'il l'a. Oui, du coup, plutôt que de se concentrer sur la superficie, venons-en à l'histoire. Ça nous permettra d'avoir un plus grand recul et une plus grande profondeur de champ. L'histoire de la Belgique est intéressante et montre sa spécificité. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à étudier l'histoire de la Belgique, on se rend compte que ça peut être assez révélateur ou évocateur d'un certain nombre de logiques en géopolitique, puisque c'est bien ça l'objet de notre propos aujourd'hui, à travers la question « Que peut nous apprendre la Belgique en géopolitique ?» Et c'est vrai que la première chose qu'il faut mettre en avant, c'est que la Belgique est un État relativement récent, alors évidemment à l'échelle de la géopolitique, puisque je rappelle qu'il y a une révolution qui a commencé en août 1830, qui s'est achevée le 21 juillet 1831 avec la prestation de serment du premier roi des Belges. D'ailleurs, on reviendra sur cette terminologie. Et donc, en fait, on se rend bien compte que la Belgique a moins de 200 ans, ce qui prouve que c'est un État qui est finalement très, très récent. Et c'est assez intéressant à rappeler parce que c'est loin d'être un cas isolé, en fait, Olivier. Quand on regarde la Belgique, on peut aussi se rappeler que l'Italie, finalement, n'est créée que depuis 1870, que l'Allemagne a été créée le 18 janvier 1871, que l'Autriche, dont ses frontières actuelles, n'existent que depuis 1918-1919, que la Hongrie n'est séparée de l'Autriche que depuis 1918-1919 et que la République tchèque et la Slovaquie, respectivement, sont séparées depuis le 1er janvier 1993. Et d'ailleurs, la Tchécoslovaquie elle-même n'avait existé qu'au début des années 20. Donc, contrairement à ce qu'on pense spontanément, trop souvent, l'Europe est un ensemble dans lequel les États tels qu'ils existent aujourd'hui sont très très jeunes. Mais alors, ce qui est intéressant en termes de temporalité, si vous me permettez de continuer mon propos sur cet aspect, c'est que la Belgique continue à nous apprendre, à mon sens, un autre aspect ou met en valeur une autre dimension. C'est que malgré le fait que l'État soit relativement jeune, on a affaire à un territoire qui est totalement enraciné dans l'histoire. Et on s'en rend compte quand on parcourt plusieurs villes en Belgique. Vous me permettrez d'en citer un certain nombre d'ailleurs. Et il y a bien sûr la phrase très célèbre de Jules César tirée de ses commentaires sur la guerre des Gaules, qui était souvent mis en avant dans les manuels scolaires en Belgique au début du XXe siècle. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves, ce qui était d'ailleurs une démarche volontaire pour essayer d'enraciner le pays dans une histoire plus ancienne que la création de l'État et pour essayer de rassembler des communautés dont on dira par la suite que bien sûr elles ont des différences qui parfois sont marquées. Et en fait, quand on rentre en Belgique, il y a un certain nombre de villes qui spontanément témoignent de ce passé qui est très très riche. On a la ville de Tournai, je pense d'abord à celle-là, qui est la ville qui a été la capitale du royaume des Francs à l'époque de Childéric. Et il faut rappeler, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, que Clovis, qui sera le premier roi de France, est en fait le fils
de Childéric. Donc on voit l'importance. Et Tournai aujourd'hui est très très réputé pour sa cathédrale, qui est un patrimoine de l'UNESCO. Il y a beaucoup de sites en Belgique qui sont patrimoine de l'UNESCO, avec une cathédrale qui est mi-gothique, mi-romane. C'est très très impressionnant à voir parce qu'on a toute une partie de la cathédrale dont on a l'impression, à travers l'architecture romane, qu'elle s'enfonce dans la pesanteur dans la terre, et puis à contrario on a toute une aile de la cathédrale qui s'élève avec des flèches et qui montre bien en fait le temps qu'il a fallu, parce que c'est ça dont ça témoigne, pour construire cette cathédrale, puisqu'en fait elle a été construite sous le vocable de deux logiques architecturales différentes. On a bien sûr la citadelle de Namur, on a Bruxelles qui a été le pouvoir politique des ducs de Bourgogne, on a le château des comtes de Flandre qui nous renvoie à toutes les luttes médiévales entre le royaume de France et les comtes de Flandre, et puis bien sûr on ne peut pas manquer d'évoquer le beffroi de Bruges avec les canaux qui peuvent nous emmener jusqu'à Dame et jusqu'à la mer du Nord, avec peut-être en réminiscence le rire de Till l'Espiègle qui nous rappelle que la Flandre s'est opposée à l'occupation espagnole. Donc à l'énoncé, et il y aurait bien d'autres villes qu'on pourrait mettre en avant de ce qu'on vient de dire, on voit bien que loin d'avoir 200 ans, la Belgique a un patrimoine historique beaucoup plus loin et qui est très lié d'ailleurs avec beaucoup de l'histoire de l'Europe. Il y a dans les particularités belges sa naissance, ce qu'on a dit en tant qu'État, qui est liée beaucoup à des considérations géographiques, évidemment, et aussi aux considérations géopolitiques de l'époque. Et là, on est dans le cœur de notre sujet. C'est très juste. C'est-à-dire qu'indépendamment du fait que la Belgique nous ramène à des questions sur la construction des États et sur l'histoire, elle nous ramène clairement aussi sur des questions géopolitiques. Parce qu'en fait, la construction de la Belgique, globalement, alors évidemment, ça pourrait être sujet à des discussions, mais elle est d'abord issue d'une réflexion à la fin des guerres napoléoniennes, où parce que la plupart des puissances au Congrès de Vienne veulent limiter l'influence de la souveraineté française, on décide de donner toute la part sud des Provinces-Unies à l'époque au Royaume des Pays-Bas pour faire une sorte d'état tampon et pour empêcher que la France puisse se projeter jusqu'aux rives du Rhin. Ça, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche étaient très attentifs à ça. Et donc, dans un premier temps, on a la volonté de créer une sorte de zone tampon. Mais ensuite, comme il va y avoir la Révolution en Belgique, en 1830, à la fois pour des raisons économiques, pour des raisons aussi religieuses, puisque la Flandre est vraiment catholique et le royaume des Pays-Bas était plutôt protestant, on a donc une révolution. Et la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau international de ce territoire. Et là, les Anglais ont joué un rôle majeur, parce que de leur point de vue, comme la puissance britannique était totalement en train de s'asseoir dans le monde, il était hors de question que cette zone capitale pour eux, souvent qui comparait à une sorte de revolver braqué sur Londres, soit maîtrisée par une grande puissance comme la France ou les principaux États allemands. Donc on a décidé d'avaliser la création d'un État qui était censé totalement rester neutre, qui était suffisamment petit pour ne pas être une menace en termes de superficie pour le Royaume-Uni, mais qui en plus était donné à une famille germanique, Léopold de Saxe-Cobourg, afin de bien marquer la différence avec l'influence française. Et c'est vraiment pour ça d'ailleurs que la Belgique a abouti à l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, puisque vous parlez de géopolitique, c'est que la neutralité de cet État était tellement importante aux yeux des Britanniques que c'est la raison profonde pour laquelle ils sont rentrés en guerre sur la Première Guerre mondiale, car c'est l'entrée des troupes allemandes du Kaiser en Belgique qui amène les Britanniques à déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que la Belgique nous amène à réfléchir aussi sur les logiques de neutralité, de pacifisme ou de nécessité, on y revient, à bien intégrer le rapport de force, parce que malgré le fait que Léopold III remette en avant la neutralité de la Belgique en 1936, ça n'a pas empêché les armées allemandes de re-rentrer dans le pays le 10 mai 1940, ce qui va amener la Belgique d'ailleurs à évoluer en termes de perception, et on y reviendra sur la construction européenne. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord, attendons, on l'a vu dans votre discours apparaître, communauté, différentes langues. Le système belge peut paraître très étranger pour un Français. Nous sommes une république une et indivisible. Nous avons là un système monarchique très décentralisé. Donc on a deux conceptions du vivre ensemble qui sont très très différentes. Oui, alors c'est assez intéressant parce que si on se positionne à Paris, finalement la Belgique est à moins de 300 km. Et on se rend compte qu'à moins de 300 km de Paris, il y a un système politique totalement différent des références françaises habituelles. Alors, il y a les choses les plus évidentes. La République est une monarchie. Au départ, d'ailleurs, une monarchie qui se veut plutôt sur des bases nationales, ce qui va paraître un peu paradoxal quand on va évoquer les communautés, et certainement pas de droit divin. Et d'ailleurs, il n'y a pas un roi de la Belgique, il y a un roi des Belges. C'est très important. Il tient son pouvoir au nom du peuple belge.
Donc d'ailleurs, il n'y a pas de couronne sur le roi de Belgique, même si on parle de la couronne de Belgique. Et donc déjà, on a une monarchie constitutionnelle. Et alors en plus, vous avez totalement raison de souligner qu'on a une monarchie constitutionnelle fédérale, parce que là, on est en train de toucher un point fondamental pour comprendre la Belgique. On a non seulement des communautés, mais on a des régions et on a des provinces. Alors, d'abord, on a 3 communautés en Belgique. On a la communauté flamande, la communauté française, enfin wallonne ou francophone, et la communauté germanique, qui serait principalement autour de Eupen. J'attire d'ailleurs l'attention de nos auditeurs sur le fait que quand le roi fait un discours officiel en Belgique, il commence en flamand, il continue en français et il achève en allemand. Et on sait bien que la devise « l'union fait la force » fait bien sûr écho à cette situation. Alors, ça a amené la Belgique à avoir une logique fédérale, c'est-à-dire qu'il y a énormément de pouvoirs qui sont décentralisés entre la région flamande d'une part et la région wallonne d'autre part, qu'en plus, à l'intérieur de ces régions, il y a ce qu'on appelle les provinces, et puis en plus, il y aurait des statuts particuliers sur Bruxelles et donc sur la communauté germanophone. Ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que, Olivier, généralement, la plus grande surprise des observateurs étrangers quand ils viennent en Belgique, c'est que non seulement il y a une situation fédérale, mais parfois il y a des références culturelles qui sont très très différentes. Je pense notamment en termes de littérature, en termes de cinéma, en termes de musique. Alors en plus, il y a 2 chaînes emblématiques, les chaînes publiques qui sont respectivement la RTBF et la VRT. Et parfois, ce qui est étonnant, c'est que la RTBF se focalise vraiment sur l'actualité régionale de la Wallonie et la VRT se focalise vraiment sur l'actualité régionale de la Flandre. Alors, il y a d'ailleurs, à mon sens, un sport qui véhicule assez bien ça en Belgique, et ça étonne toujours un peu les observateurs extérieurs, parce qu'en termes de vélo et de cyclisme, là, tout l'esprit de la communauté de la Flandre est vraiment très très présent. Et c'est toujours très étonnant pour des personnes qui ne sont pas forcément spécialistes de ce sport-là, de voir la ferveur populaire, c'est vraiment ça, qui est véhiculée à travers ce sport. Il y a une course qui est très très connue en Belgique et en Flandre en particulier, le Die Ronde, le Tour des Flandres, qui fait 260 km, où on estime qu'il y a 20-25% de la population quand même qui vient sur la course. Et alors on a le drapeau flamand qui est très très célèbre dans le pays, fond jaune avec le fameux lion noir en termes d'héraldisme, qui est pratiquement présent parfois sur certaines portions de la course tous les mètres. Et on a des lieux qui sont mythiques, le Taillenberg, le Koppenberg, le Kapelmuur ou le mur de la Chapelle. Et là, il y a toute la ferveur du peuple flamand qui se soulève. Et il n'y a qu'à regarder des images de la victoire de Tom Bonen, notamment en 2012, alors en particulier commentée par le célèbre speaker de Sportza, la chaîne flamande, pour comprendre que là, il y a une dimension presque nationale qui est assez étonnante. Et à contrario, quand 2 ou 3 semaines plus tard, on a les fameuses courses en Wallonie, donc la course la plus ancienne d'ailleurs, ce qu'on appelle la doyenne Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche wallonne, et qu'en 2011, on a un sportif bien connu en Belgique, Philippe Gilbert, qui gagne, et on a le commentateur de la RTBF qui dit c'est le 3e wallon de l'histoire à gagner. Donc là, on sent bien que tout d'un coup, la référence à la communauté arrive même avant, ce qui montre bien que là, il y a quand même une complicité ou une communication qu'il va falloir établir. Et puis parfois, de façon aussi surprenante, alors vous me permettrez de rester dans le domaine du sport, on a un sport ou 2 sports qui arrivent à totalement transcender ce communautarisme. Alors je pense bien sûr au football, où l'équipe des Diables Rouges, notamment à travers ses derniers résultats, a la capacité à transcender les différences linguistiques ou les différences communautaires, et où tout d'un coup, on a je crois pouvoir dire la ferveur, ça s'est vu à travers notamment les Coupes du Monde. Puis on a peut-être un sport un peu plus méconnu en France, mais qui est très populaire en Belgique, qui est le hockey sur gazon. Et ce n'est pas un exemple qui est neutre, d'abord parce que la Belgique a été championne du monde il y a quelques mois, et c'est la première fois qu'un sport collectif en Belgique est champion du monde, et c'était assez touchant de voir les sportifs belges, qui sont très très jeunes, chanter l'hymne national en 3 langues, ce qui montrait bien la volonté quand même que de porter un ensemble qui dépassait ou transcendait les communautés, et ce qui va nécessairement nous amener en termes de réflexion par rapport à la géopolitique sur un art de la négociation du compromis qui a forcément dû être développé en Belgique. Oui, et pour faire écho à ce qu'on disait un peu avant, vous parlez du rapport de force, on parlait de Bush le Texan qui ne comprend que la logique du rapport de force. Les Belges ont dû s'appuyer sur d'autres armes qui sont presque celles de l'aïkido pour filer la métaphore sportive. On s'appuie sur la force de l'autre, on essaie de trouver un équilibre et donc un art de la négociation qui est tout belge.
Oui, alors là, il va falloir rentrer un peu plus dans le système politique belge pour comprendre à quel point cet art a pu être poussé à l'extrême. Parce que c'est vrai que là aussi, si on commence par le regard d'un point de vue extérieur, ça peut être assez surprenant. Puisque comme dans un pays fédéral, on a des partis politiques, en fait, qui pour nous seraient uniques en France, comme l'écologie ou les libéraux ou le Parti socialiste, et qui souvent en Belgique sont sous 2 ou 3 représentations différentes, puisqu'il y en a un en Wallonie, puis il y en a un en Flandre, avec d'ailleurs une complexité assez difficile parfois en termes d'union. Et je rappelle que le roi a une partie du pouvoir exécutif, mais on est plus dans la symbolique, et qu'ensuite c'est une monarchie constitutionnelle, donc c'est législative, qui vont d'ailleurs avoir lieu en 2019 en Belgique, qui amène finalement une majorité au pouvoir en Belgique. Seulement, on a d'abord les élections, ensuite le roi nomme un formateur. Ce formateur est chargé de savoir quels sont les partis politiques belges, en Flandre comme en Wallonie, qui, eu égard à leurs résultats, seraient prêts à travailler ensemble sur un programme minimal. Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que il se trouve que parfois en Flandre, bon, la NVA de Bart de Wever a un rôle important maintenant, fait d'ailleurs 20% à l'échelle nationale, mais ce chiffre n'est pas très révélateur, puisque par définition, vous n'êtes pas amené à voter ou à vous prononcer sur la NVA de Bart de Wever en Wallonie. Donc le chiffre de 20% au niveau national me paraît moins explicite que le chiffre de 32% en Flandre. Et évidemment, quand vous avez un parti qui pour dire les choses de façon pudique, mais en avant vraiment la communauté flamande, jusqu'à un degré d'indépendance ou de souveraineté, ce n'est pas toujours facile de trouver un compromis avec des partis wallons qui, par définition, sont méfiants par rapport à cette logique. Donc, le roi est censé nommer un formateur. Ce formateur est censé ensuite s'enquérir auprès d'un certain nombre de partis politiques pour voir s'ils seraient d'accord pour coopérer au sein d'un gouvernement sur un programme minimum. C'est là où on voit bien toute la logique de négociation, ce qui peut amener à des crises gouvernementales assez sévères, comme on en a connu une, où finalement la Belgique se retrouve sans gouvernement pendant 195 jours, parce que les partis politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, d'autant plus que je demande à nos auditeurs de comprendre que tout le paradoxe de la situation, c'est qu'on a des partis politiques qui ont dû s'affronter et presque s'opposer pour pouvoir essayer d'avoir des suffrages plus importants que les autres, et dont ils savent que par la suite, il va falloir qu'au contraire, ils trouvent une synthèse, ce qui est évidemment pas facile. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même, à travers l'ensemble de l'histoire des communautés, un exercice qu'en Belgique, on a d'ailleurs appelé l'art du compromis à la belge, ce qui parfois d'ailleurs parmi les médias belges donne part à des commentaires savoureux, parce qu'on appelait ça parfois de la coalition à la suédoise. Alors c'est des références à ou la coalition kamikaze, parce qu'on considère que ça ne pourra pas marcher. Et il y avait un caricaturiste en termes de dessin belge qui montrait que les spécialistes les plus imminents de l'ONU se grattaient la tête pour savoir ce que c'était que les logiques telles que la Belgique était en train de les chercher à la mettre en place à l'intérieur. Alors ça, c'est peut-être pour la dimension un peu plus ludique. Par contre, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, et ça nous amènera après sur les questions européennes, c'est que quand, à l'issue du traité de Lisbonne signé en décembre 2007, il y a un poste de président permanent du Conseil européen qui a été créé, le premier président du Conseil européen qui a été nommé en novembre 2009, pour prendre le pouvoir le 1er janvier 2010, ça a été M. Van Rompuy. Et c'était assez intéressant de voir que, en fait, les Français, les Britanniques et les Allemands, c'était 3 pays dont chacun d'entre eux était d'accord pour que ce ne soit pas les 2 autres qui président à l'Union européenne. Et finalement, les Belges se sont avancés en disant, écoutez, si on peut vous rendre service, ça sera bien volontiers qu'on le fera, ce qui prouve d'ailleurs que la Belgique, de ce point de vue-là, n'avait pas été totalement maladroite dans les négociations, parce qu'elle avait réussi à arriver de façon assez feutrée et modeste, mais finalement, c'était elle qui était amenée pendant 4 ans à diriger aux destinées de la présidence du Conseil européen, ce qui est assez intéressant quand on voit en plus la lecture de la Belgique par rapport aux questions européennes. Justement, ça nous amène au cœur du projet européen, et là, on voit l'influence directe de la Belgique en termes géopolitiques. Oui, alors c'est vrai qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il faut rappeler quand même que la Belgique a particulièrement souffert 2 fois, d'ailleurs principalement, lors de l'avancée allemande en 1940, et puis lors de la libération par les troupes alliées en 1944, parce que tout ça ne s'est pas fait sans combat. Donc il y a beaucoup de villes belges qu'il a fallu totalement reconstruire. Là, les photos sont assez étonnantes aussi, parce que je pense à un certain nombre de Bruxelles, mais je repense à la ville de Tournai, où pratiquement toute la ville avait été rasée, à part la cathédrale. Les villes comme Ostende aussi, où on voit tous les quais ou la ville qui a été vraiment détruite.
par les bombardements. Donc la Belgique a été profondément marquée et a compris que le fait d'endosser le rôle de la neutralité n'était pas suffisant pour assurer sa sécurité et qu'il était nécessaire de beaucoup plus travailler en termes de coopération. Et ça s'est fait en 2 temps. D'abord, il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec le Luxembourg et les Pays-Bas, qui était somme toute assez logique quand on connaît la proximité, alors évidemment géographique, mais historique. Dès 1944, c'est-à-dire dès avant la fin de la guerre, il y a un projet, le Benelux. Donc ces 3 pays cherchent à mettre en place et qui va définitivement s'entériner en 1947 et en 1948. Et le Benelux continue à exister aujourd'hui et il est peu souvent connu qu'en fait, le Benelux d'abord a été une vraie organisation économique, car dans le courant des années 80, le Benelux faisait partie des plus grandes puissances économiques au monde. Pourquoi ? Parce qu'on a toute la façade maritime de la mer du Nord, alors avec les ports qui sont bien sûr fondamentaux en termes de transport. C'est pas assez souligné en Europe, qui sont Anvers et Rotterdam. Il y a une rotation par rapport à l'échange du monde qui est très importante. Enfin là, on a une porte sur le monde pour l'Europe. Et puis, il y a bien sûr tout le réseau bancaire et tout le savoir-faire bancaire de luxembourgeois. Donc la combinaison, quelque part, de cette ouverture maritime, du savoir-faire commercial quand même, belge, flamand et néerlandophone, et puis de la maîtrise bancaire luxembourgeoise, amenait le Benelux à être vraiment une grande puissance. Alors bien sûr, parce que la CE s'est développée à partir de 1957, puis l'Union européenne à partir de 1995, le Benelux a perdu un peu de son intérêt, sauf que il faut quand même rappeler qu'à partir de 1948, il y avait déjà la libre circulation entre ces 3 pays des personnes et des marchandises, et que donc finalement le Benelux est totalement précurseur en termes de lecture géopolitique et des accords de Schengen de ce que ces pays-là souhaitaient mettre en place sur l'Europe. Et on voit bien, si vous me le permettez Olivier, quelque part, que de par la modicité qu'on évoquait en premier de la superficie et du pays, et par le fait qu'il était ballotté sur les 2 conflits, finalement, il y a une sorte d'humilité ou de conscience des dangers du monde qui peut permettre parfois d'avoir une réflexion plus rationnelle, plus objective sur la géopolitique et la nécessité que de construire l'Union européenne. Moi, je trouve que ça, c'est assez intéressant à rappeler. Et si vous me permettez, finalement, peut-être de façon surprenante, quand on étudie la Belgique, finalement, son histoire, sa culture et sa politique, on se rend compte de tout ce qu'elle peut nous apprendre, nous apporter en termes de compréhension de la création des États, de leurs nuances par rapport au fait qu'il n'y a pas forcément que des États-nations ou des États enracinés dans le temps, mais qu'il peut y avoir des mouvances, de la capacité à transcender les différences en termes de langue ou de communauté, de la construction de systèmes politiques totalement différents, et puis de la capacité, de l'originalité à essayer à travers la négociation, plutôt s'efforcer de trouver ce qui nous rassemble que ce qui nous différencie, et aussi d'essayer de nous projeter dans l'avenir. Finalement, comme le disait un de mes étudiants, je trouve, de façon assez positive et assez aimable, quand on regarde finalement la Belgique pour essayer d'en comprendre la géopolitique, on ne voit plus jamais la Belgique et les Belges de la même façon. Bien, Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette phrase d'un étudiant. Merci Fabrice. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.